Rebonjour à tous. Merci d'avoir choisi cette conférence. Merci d'être encore présent avec nous au Summit. J'ai toujours rêvé de dire ça. Je suis la première partie. Parce qu'effectivement, dans 30 minutes, il y aura un nouveau Octave sur cette scène pour tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à ce soir. Et il y aura un certain nombre d'annonces complémentaires à vous faire et puis de messages à vous transmettre. Alors, j'ai la rude mission pendant 30 minutes de vous tenir en haleine et de pouvoir discuter avec vous d'un ensemble de sujets, des sujets que vous avez pu rencontrer tout au long de cette journée, mais qu'on va combiner différemment, puis on va pousser encore un petit peu plus loin nos réflexions, toujours sur la logique d'infrastructure. Je vais vous parler des infrastructures hybrides, au sens large cette fois, et best of breed. Et pour cela, on va d'abord revoir simplement, lorsque vous externalisez, quelles sont finalement les briques dont vous disposez pour bâtir des infrastructures à l'extérieur de votre entreprise. Donc pour commencer cette partie-là très brièvement, tout d'abord, il y a une chose qui est certaine, c'est que comme on l'a vu tout au long de la journée, vous avez la possibilité d'utiliser un type d'infrastructure, des serveurs dédiés, du cloud dédié, du public cloud, pour pouvoir bâtir toute votre infrastructure, chez vous, ou à l'extérieur évidemment de votre entreprise. Mais au final, on se rend compte que parfois, tout mettre ses œufs dans le même panier, c'est peut-être une solution plus par dépit que par choix. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, si le provider vers lequel je me tourne est uniquement capable de me fournir un type d'infrastructure, exemple uniquement des serveurs dédiés, évidemment, il aura tendance à vous dire que le serveur dédié, c'est vraiment l'outil idéal pour tous les cas de figure et pour tous les usages. Et en fait, ce qui me permet aujourd'hui devant vous d'essayer d'avoir un discours un petit peu plus neutre, c'est finalement de pouvoir vous dire que comme on vous propose une très large gamme, on ne va pas essayer de vous vendre plus du dédié que du cloud ou du public cloud. On va simplement vous dire, choisissez ce qui est le plus utile à votre infrastructure et ce qui convient le mieux à vos besoins à vous. Lorsque l'on regarde l'univers dédié, ce qu'on a vu un peu toute la journée, dans ce cadre d'univers dédié, j'ai 3 niveaux. 3 niveaux de services que je peux trouver à l'extérieur de mon entreprise. Pas seulement chez OVH, mais en général. Les premiers, ce sont des serveurs dédiés. Je ne vais pas me faire une auto-blague en disant quand ils ne sont pas au sold out, mais la première des solutions, c'est effectivement des serveurs dédiés. En deuxième partie, et ça c'est quelque chose d'important, c'est la possibilité de préinstaller vos serveurs dédiés. C'est ce qui est appelé communément en Amérique du Nord le bare metal, c'est la préinstallation avec un OS ou un environnement ou avec des solutions logicielles de votre serveur dédié avant sa livraison. Alors comme vous le savez, déjà chez OVH, lorsque vous installez ou que vous réinstallez votre serveur, on vous propose un large choix de distribution, que ce soit des OS, mais aussi des solutions préinstallées, prépackagées. Ce large choix, nous avons décidé de l'enrichir, d'en rajouter, de vous proposer davantage de solutions de manière à aller plus loin, que ce soit d'une part avec nos partenaires existants et historiques, ou avec de nouveaux partenaires. Vous avez peut-être entendu parler que nous avons un partenariat avec Smile, société qui est réputée dans le domaine de l'open source. Nous travaillons avec eux pour travailler sur des préinstallations, notamment de nos serveurs web, cloud, les VPS, également les instances, le PCI, mais également le Dedicated Cloud. Pourquoi ? Pour vous fournir non pas des plateformes as a service, mais des plateformes ready to run, c'est-à-dire déjà préinstallées avec un ensemble d'environnements. Alors on a commencé dans l'univers web avec eux, par exemple, par des solutions plutôt de type CMS ou de type e-commerce, mais nous allons aussi continuer dans les semaines à venir à vous proposer de nouveaux environnements pour les développeurs, des environnements Node.js, des environnements de Stack Ruby. Donc tous ces éléments-là vont être déployables. Dans l'univers dédié, vous allez aussi pouvoir bénéficier de ces environnements préinstallés. Pour aller même plus loin, même si, évidemment, notre cœur a toujours été très tourné vers l'open source, nous savons aussi que les DSI,
les partenaires qui construisent des projets pour des entreprises ont aussi besoin de s'asseoir sur des standards forts du marché. Vous avez pu le voir aujourd'hui, avec nos partenaires, notamment VMware, Microsoft, que nous nous appuyons sur des solutions existantes fortes. Eh bien, je vous annonce, on l'a déjà évoqué aujourd'hui, mais que vous allez aussi pouvoir vous appuyer sur les solutions d'IBM et d'Oracle. C'est-à-dire que si vous avez le souhait, par exemple, d'utiliser en préinstallation un serveur bare metal Oracle, pour, par exemple, un projet où vous ne voulez pas utiliser du bare metal SQL Server, vous allez pouvoir le faire et nous allons, avec Oracle, mettre en place ces systèmes préinstallés. Troisième niveau, c'est ce qu'Octave a esquissé, c'est ce qui va se clarifier, en tout cas chez nous, mais qui existe sur le marché, c'est pour ça que j'en parle de manière générale, ce qu'on appelle le managed, c'est-à-dire l'accompagnement du provider jusqu'à un certain niveau de support pour piloter toute ou partie de l'infrastructure pour le client. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas notre cœur de métier. Nous vous accompagnons déjà avec le support VIP jusqu'à un certain degré. Eh bien, nous réfléchissons à un moyen d'aller un peu plus loin dans la prise en main de vos infrastructures, en standard, bien évidemment industrialisé et pour vous. L'autre partie des infrastructures avec lesquelles je peux jouer, on en a parlé pour ceux qui étaient présents début d'après-midi, c'est la partie cloud, sur lequel vous avez le cloud qui se trouve chez vous, le cloud qui peut se trouver chez nous mais en mode dédié, virtualisation as a service, mon hyperviseur as a service, VMware, ou très prochainement Hyper-V, par exemple. Et la troisième partie avec laquelle je peux jouer, le public cloud, ce qui va me permettre d'avoir aussi des ressources à la demande, quand je le souhaite, immédiatement disponibles. Eh bien, ces trois éléments-là, vous allez pouvoir les connecter, notamment à l'aide de la technologie Verac, pour bâtir votre cloud hybride. Pas le cloud hybride du marché où on ne vous parle que de l'interne de l'entreprise et que du cloud public ouvert à tous. Là, vous allez pouvoir doser en vous disant, tiens, peut-être que cette partie d'infrastructure est trop sensible, peut-être que le SLA que j'attends de 100% va peut-être nécessiter quelque chose de plus dédié. Et là, vous allez aussi pouvoir combiner. Si je mélange les deux, le meilleur des deux mondes, je ne suis pas un ayatollah du cloud, je ne suis pas un ayatollah des serveurs dédiés. Je pense qu'on peut combiner et utiliser chacun des deux mondes là où il y a un maximum de performance aujourd'hui. Dans le cloud dédié, j'ai de nombreux usages. Je vais combiner le cloud dédié, les serveurs dédiés, dans ce qu'on appelle une infrastructure hybride. Ce n'est pas un cloud hybride. L'infrastructure hybride, c'est je mélange du cloud et du non-cloud. Eh bien, dans cette partie-là, je vais travailler plutôt effectivement sur de l'externalisation, d'usage permanent, comme on l'a vu tout à l'heure, de la croissance régulière, et aussi de la partie cloud hybride. Sur la partie cloud publique, eh bien là, je pourrais notamment travailler sur du débordement, sur de la montée en charge. Je vais également pouvoir travailler, pourquoi pas, si j'ai besoin, sur des tests particuliers ou si j'ai du calcul. Par exemple, on a vu dans la conférence Public Cloud ce matin que très prochainement, on allait pouvoir compléter par du HPC ou par du Big Data aussi en mode cloud. Donc je peux combiner le meilleur de ces univers, mais ça ne se limite pas à ça. On peut aller beaucoup plus loin. L'infratype, serveur privé chez vous, cloud privé chez vous, combiné à nos data centers, dans lequel vous pouvez, grâce au Verac, faire dialoguer une combinaison de serveurs dédiés et cloud public, lorsque vous en avez besoin. Et idéalement, parce que nous sommes ouverts, envisagez que demain, vous puissiez vous fournir auprès de plusieurs providers. Pourquoi je dis plusieurs? Eh bien simplement, vous sentez tout comme nous que le cloud est en train de devenir de plus en plus mature. C'est quelque chose qui va rentrer dans vos usages. Et de plus en plus, lorsque vous allez vous tourner vers l'extérieur, eh bien, vous allez maîtriser ces technologies et très vite, vous allez, dans vos entreprises, voir arriver les... Attention, il n'y a pas de jugement de valeur. Vous allez voir arriver le service achat qui très rapidement va vous dire, écoutez, c'est très bien, vos ressources dans le cloud, l'externalisation, on a fait des gains, ça a amélioré les CAPEX, OPEX, tout est formidable, les voyants sont au vert. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que comme tout fournisseur
d'énergie, de matières premières, finalement ce que propose le cloud, je voudrais que tu puisses faire un choix de 80-20 entre le premier et le deuxième, parce que là, on prend des risques. Donc, mets-moi en place ce que l'on fait avec tout le reste. Je veux du multi-fournisseur. Et là, il faut que nous, providers, on soit déjà en train de penser que oui, on veut s'ouvrir. Ce n'est pas forcément ce qu'on entend partout sur le marché. Mais nous, notre vocation, c'est de se dire qu'on a vocation, volonté à s'ouvrir et de pouvoir connecter, voire dialoguer avec les autres clouds. Que ce soit les clouds des éditeurs, nous savons par exemple parler de notre partenaire Oracle, il a son propre cloud, eh bien pourquoi pas aussi se connecter avec lui, mais aussi les autres fournisseurs d'infrastructures as a service. S'ils respectent un ensemble de normes et de points qu'on verra tout à l'heure, il ne devrait pas y avoir de problème à ce que nous puissions par la suite proposer ce genre de choses. Dernier point, non des moindres, si on est capable de mettre en place certaines normes, que l'on respecte des standards, que ce soit des standards imposés ou des standards de fait, on va être également en mesure de pouvoir proposer des périmètres de sécurité complets, non pas uniquement au travers d'un provider, mais idéalement au travers de multi-providers. Et là, la boucle serait bouclée. Voilà la roadmap que nous aimerions dérouler avec vous pour avancer et vous donner confiance en vous disant « ça me parle, ça correspond à mon plan informatique à 5 ans, ça pourrait ressembler à une bonne approche d'externalisation parce que je ne me sens pas verrouillé, je vois bien que les éléments de base sont présents. » Et là, je vais commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Comment je vais externaliser mes ressources ? Que vous soyez éditeur, société de services, que vous soyez revendeur, prestataire, web agency, peu importe, à un moment donné, vous avez un parc informatique et vous posez la question, je vais externaliser, et alors ? Quelle solution choisir ? Quel fournisseur choisir ? Quelle technologie utiliser ? Comment je vais combiner tout ça ? Comment je vais pouvoir me connecter à ce cloud ? Des questions comme celle-ci, il y en a des dizaines. Mais je vais vous dire une chose. Il y en a une seule qui compte, et généralement, on l'oublie. Par quoi je dois commencer quand j'externalise ? Je ne dois pas regarder dehors. Je dois commencer par se poser une seule question. Où se trouve la valeur ajoutée de ma société ? Où se trouve la valeur ajoutée de mon système d'information, celui que je suis en train d'envisager d'externaliser ? Si je n'ai pas fait ce travail, si je ne sais pas ce que c'est qu'une cartographie des applications de mon entreprise, si je n'ai pas fait une véritable analyse de mon système d'information et des applications qui tournent dessus, je n'ai aucune chance de réussir ce que je suis en train de faire. Parce que je vais choisir des applications, des environnements à l'extérieur pour héberger des choses que je ne connais pas, ou pas suffisamment. Je force le trait, mais dans beaucoup de cas, on cherche une solution avant de se poser la bonne question. Pourquoi ? Prenons un exemple tout simple. Je ne vous parle pas d'infrastructure, je vous parle d'un projet vraiment basique. Lesquels d'entre vous ont déjà codé ou développé dans leur entreprise un intranet ? Bon, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà participé à ce type de projet. Donc, je prends un exemple tout simple pour expliquer un peu le propos. Quand vous allez coder un intranet avec votre équipe de développement, et imaginons que vous ayez tout développé vous-même, votre intranet, il est composé d'un ensemble de briques. Et les briques, c'est celles qu'on voit derrière moi. J'ai une partie affichage, l'IHM, ça, je vais devoir le coder, le développer, ça va me prendre des CSS, du JavaScript, du HTML, etc. Ensuite, je vais développer des fonctions collaboratives, des forums, du chat, du live wall, peu importe. Je vais développer des fonctions de sécurité et d'accès, puisque je vais devoir coder, peut-être rattacher un annuaire LDAP, la sécurisation, l'authentification, etc. Puis, je vais développer de la gestion de contenu, puisque mon entreprise va vouloir diffuser des contenus. Et ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter ? Bien évidemment, des algorithmes et des web services que je vais publier qui vont représenter des infos utiles de mon entreprise, par exemple l'état des ventes,
des capteurs pour indiquer l'état de ma situation si je suis un industriel, ou encore des KPI si je suis dans le retail, peu importe, je vais publier un ensemble d'infos qui viennent directement de mon cœur de métier. Eh bien, quand on regarde tout ça, vis-à-vis de l'externalisation de mon intranet dans le cloud, il n'y a qu'une seule chose qui a de la valeur. Une seule. Pourquoi ça a de la valeur? Parce que c'est la seule chose que personne ne fera pour vous. Tout le reste, je peux le trouver dans le cloud public avec une couche de sécurisation éventuelle ou dans le cloud dédié. Pourquoi? L'affichage de l'IHM, il y a quantité de portails online que je peux utiliser pour développer ce type d'application et mettre une sécurité dessus. La partie fonction collaborative, autant vous dire que des forums en open source, je peux en trouver pléthore, ils sont plutôt bien faits et honnêtement, recoder ça, c'est de la valeur et du temps perdu. Derrière, sécurité et accès, je pense que la plupart de ceux qui fournissent des portails fournissent aussi les bons mécanismes, quitte éventuellement à les débrayer pour faire du single sign-on avec votre entreprise. Et la gestion de contenu, il existe à peu près 140 CMS sur le marché, de quoi satisfaire à peu près tout le monde. Au bilan, avec le recul, si j'avais pu étudier, combiner, sélectionner les bonnes technos, best of breed, et je n'aurais fait développer à mes codeurs et à mon entreprise que ce qui a vraiment de la valeur, je l'aurais sécurisé, je l'aurais blindé et j'aurais mis les informations pures de mon entreprise. C'était un petit exemple basé sur un développement. Si vous faites la même chose maintenant avec vos propres critères, mais basés sur les applications de votre entreprise avant de l'externaliser, eh bien ça donne la même chose. Prenons deux applis classiques qu'on retrouve dans l'entreprise, deux candidats à l'externalisation ou à la connexion avec le monde extérieur. Un ERP, le RP dans le cloud, waouh. Et le deuxième, le serveur de messagerie de l'entreprise. Je vois déjà des sourires, il y en a qui savent qui va gagner. Globalement, je vais pouvoir définir des critères. Ce sont des exemples de critères. Je n'ai pas la prétention de me soustraire à vous. Vous connaissez les critères pour pouvoir imaginer une grille de pondération. Mais par pitié, faites-le. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout de la démarche. Typiquement, la sécurité. Quelle est la vitesse d'accès qu'attendent mes utilisateurs? Quelle est la taille des données de cette application? Quelle est la croissance des données? Parce que est-ce que ça explose? Est-ce que ça va me permettre de dimensionner aussi mon application à l'extérieur? Est-ce que j'ai des pics de charge? Oui, non. Tiens, public cloud, pas public cloud? Est-ce que je vais pouvoir utiliser du burst éventuellement si j'en ai besoin, comme on avait vu cet après-midi? Éventuellement, quel est le SLA attendu? Pas le SLA du fournisseur, hein, on est d'accord. On parle du SLA que l'utilisateur est capable d'encaisser. Si je suis sur une application de supply chain, combien de temps mon entrepôt peut vivre sans avoir l'accès aux données pour scanner les colis? Et ça peut être moins de 2 heures. Et si vous êtes en flux tendu, c'est 2 heures de chiffre d'affaires de perdu. Donc il faut vraiment travailler avec les utilisateurs pour savoir vraiment ce qu'ils sont prêts à encaisser. Et après, je vais chercher le SLA dont j'ai besoin. Mais d'abord, il faut connaître le SLA dont eux ont besoin. Derrière, la charge des utilisateurs simultanés. Éventuellement, quel est le temps que j'ai déjà engagé dessus? Parce que finalement, c'est un investissement, notamment mes développements spécifiques, etc. Les coûts de maintenance. Et j'en déduis une valeur interne que vous allez vous-même définir avec des coûts de pondération, etc. Et est-ce que ceci a une valeur à être externalisé? Alors, dans mon exemple, qui est un peu caractéristique, j'ai envie de dire que j'ai une grosse valeur concernant le RP, ce qui veut dire que je vais devoir être très vigilant si jamais j'envisage une externalisation, mais je vais voir que j'ai quand même des cas possibles. Et en ce qui concerne les emails, à l'heure du cloud, je peux me poser légitimement la question, est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à faire confiance à un service de messagerie complet, genre un dedicated exchange ou ce genre de choses qu'on peut vous proposer, qui finalement va faire très bien les choses, qui peut aujourd'hui vous permettre d'avoir quand même vos données en France et qui, quelque part, va vous assurer déjà de libérer de la ressource, qui administrer tout ça pour travailler sur votre cœur business. Au total, intérêt pour le RP, plutôt une infra privée, et j'aurais envie, moi, de bâtir un dedicated cloud pour faire un PRA en cas de reprise, c'est-à-dire qu'on peut récupérer sur la deuxième infra. Et sur la partie serveur de mail,
plutôt messagerie sur public cloud et un mode SaaS. Et à partir de là, et avec quelques questions simples, on peut facilement aiguiller vers l'une ou l'autre des solutions. On a même des usages. Regardez, on parlait de PRA. On parle toujours de PRA, mais PRA à chaud. Si vous avez posé la question à vos utilisateurs, sous combien de temps ça doit redémarrer? Tout le monde est en train de courir après du cloud hybride. Si vous savez que vous pouvez redémarrer en quelques heures, que c'est tolérable en 4 heures, en 8 heures, peu importe, vous avez aussi une autre possibilité, plutôt que d'avoir des infras actives chez OVH, c'est d'avoir ce qu'on appelle des infras passives. Vous pouvez très bien stocker des backups de vos VM ou des fichiers VMDK chez OVH dans du cloud archive, et au moment où vous avez un crash, comme vous avez du dedicated cloud en moins de 5 minutes, vous bâtissez l'infrastructure et vous mettez, avec du script et des API, vous mettez toutes les applis qui étaient dormantes, vous les réactivez. Comme ça vous évite de payer mensuellement des choses que vous n'utilisez pas, et vous utilisez du backup pour redémarrer, donc vous ravivez votre infra. Ce n'est pas du PRA au sens à chaud, mais c'est du PRA à froid. Ça marche aussi. Donc après, encore une fois, pour répondre à est-ce que je peux faire ça, il faut déjà vous poser les questions. Combien de temps? En combien de temps je dois redémarrer? Si vous avez l'info, vous pouvez imaginer des scénarios créatifs. Alors, je vous ai parlé de quelques questions. Je vais vous donner un arbre. Vous inquiétez pas, tous les supports et les éléments que vous voyez aujourd'hui, vous les aurez dans quelques jours, dans une version complètement online. Regardez plutôt les produits du bas. C'est des exemples de solutions qu'on propose chez OVH. Big Data Server, Bare Metal Database Server, du HPC Spot plutôt en mode cloud, du HPC en cluster pour du calcul permanent, un serveur d'application en bare metal sur un serveur dédié, du dedicated cloud, et là j'ai mis tout au bout du public cloud. Avec quelques questions, burst, est-ce que c'est pour du test, est-ce que c'est pour une utilisation type data, etc. Je peux assez facilement guider des tendances. Encore une fois, je ne suis pas en train de plaider pour une vérité absolue. C'est plutôt des guides de bonne pratique. Eh bien, prenons un exemple simple. Est-ce que mon application a besoin de burst pour externaliser? Oui. Ah. Est-ce qu'elle est prévisible? Ou est-ce que ça va être des usages critiques? Réponse, oui. Donc c'est prévisible. Ah, ça me donne déjà une petite idée. L'utilisation, c'est pourquoi mon infra? Du data, ok. Quels sont les types de données que je vais maîtriser? Essentiellement, des données avec une forte vélocité, d'énormes volumes, et une variété de données que je vais devoir brasser. Si vous aviez le don d'ubiquité et d'être en même temps sur la conférence de Big Data, on vous dirait que, effectivement, j'ai plutôt tendance à aller sur du Big Data Server, à condition que mes applications soient conçues pour ce type de technologie. Et ainsi de suite. Et donc, en combinant votre grille plus ce type d'arbre à la décision, ça va vous permettre de simplifier le travail, ce qui n'empêche pas derrière à nous de jouer notre devoir de conseil pour vous guider. Prenons le cas d'un client. Je vais vous parler d'une société qui, en fait, est très proche du domaine du jeu en ligne, mais en fait est située sur le domaine de la rediffusion des courses. Donc, en fait, elle ne fait pas de paris en ligne, elle rediffuse des courses hippiques et elle rediffuse aussi un ensemble de retransmissions sportives le week-end. Eh bien, c'est quoi son activité principale? Globalement, toute la semaine, les gens s'inscrivent pour pouvoir visionner les matchs, visionner les courses, les retransmissions, par un principe de VOD. Et puis le week-end, eh bien, ils ont accès aux différentes courses et ils peuvent aussi avoir accès aux statistiques, etc. Ce qui va permettre derrière, effectivement, aux parieurs ou autres d'aller sur les sites correspondants. Mais là, on est sur la partie pure streaming. Eh bien, cette activité, elle est en croissance régulière et prévisible, comme on l'a vu, avec des bursts le week-end. Et oui, parce que sur la période active, entre 16h, on va dire, et peut-être minuit et autres, le week-end, le samedi, c'est le rush. Tout le monde a envie de regarder les matchs, tout le monde a envie de regarder les rediffusions. Donc, gros pic de clients qui veulent consulter les vidéos. Derrière,
Il y a un besoin de sécurité, parce qu'ils payent en ligne pour accéder à la retransmission. SLA de 100%, parce que comme il y a service garanti, il ne faut pas qu'il y ait de rupture au moment où les clients en ont besoin. Ils ont besoin aussi de stockage de fichiers, à la fois à court terme, parce qu'il y a un moment donné, ils ont besoin de pouvoir diffuser dans l'ensemble de leurs courses et de leurs retransmissions. Et en plus, ils ont un besoin au niveau mondial, parce que s'ils veulent s'étendre, je vais aussi devoir diffuser tous ces contenus à l'international. Mais ce n'est pas seulement du fichier pour du streaming et du fichier média, ils ont aussi besoin, pour pouvoir proposer des statistiques à leurs utilisateurs sur l'historique des matchs. Je suppose que par exemple, si on était dans du tennis, il y aurait peut-être des statistiques sur les revers ou sur les coups droits de certains joueurs. Bref, toutes ces informations-là, stockées, de manière à un moment donné, proposer des analyses, des statistiques. Et là, ils sont plutôt sur une application relationnelle. Ils ne sont pas encore passés au NoSQL, par exemple. Donc, ils ne sont pas encore dans une logique plutôt big data. Et du coup, il y a encore un besoin très fort de base de données relationnelle qui est présent. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Croissance régulière, prévisible, isolation et SLA. Bon, pour ceux qui ont suivi depuis ce matin, on a plutôt tendance à utiliser du cloud dédié. Derrière, il y a une particularité, c'est qu'ils ont des compétences VMware, mais comme il y a des paiements en ligne et qu'il y a un ensemble d'éléments de machines virtuelles qui se trouvent chez eux, qu'ils souhaitent pouvoir à un moment donné récupérer, transférer pour préparer des nouvelles versions de leur site, notamment pour du versionning, ils aimeraient bénéficier des fonctionnalités de cloud hybride proposées par des solutions comme vCloud. De ce fait-là, c'est plutôt du vCloud as a service que du vSphere as a service. On propose les deux. Voilà le premier élément. Je continue. Besoin d'accès à des données en ligne à court terme, des fichiers, essentiellement vidéo, vous l'avez compris, et diffusion mondiale. Court terme, contenu, fichier. Voilà une combinaison que je peux leur proposer. Je vais leur proposer une combinaison du Public Cloud Storage avec du Public Cloud CDN. Ça va leur permettre, pour le storage, de gérer d'emblée la France, mais si le streaming dépasse les frontières, la partie Cloud Storage va permettre que ces fichiers se répliquent dans les différents POP pour accélérer diminuer la latence et accélérer les vitesses de consommation. Ce n'est pas terminé. J'ai des accès fréquents à la base de données. Imaginez tous les gens qui vont consulter les statistiques. Donc, de nombreux I/O, parce que non seulement j'écris énormément de données tous les jours avec les nouveaux matchs et retransmissions, mais en plus, je dois faire des statistiques dessus et en lire énormément. C'est à la limite du big data, mais comme on l'a vu, c'est du relationnel. Du coup, ces gens-là ont besoin d'accès aux bases de données. Et typiquement, ce n'est pas encore un cas si anormal que ça. Dans 2-3 ans, les choses auront changé. Il y a beaucoup de clients qui, lorsqu'il s'agit de bases de données avec beaucoup d'I/O, ils veulent un serveur, ils veulent du hard, ils veulent un bare metal. Et typiquement, c'est leur cas, et ils sont partis sur un bare metal en DB. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, ça pourrait être un bare metal SQL Server, un bare metal MySQL, PostgreSQL, et comme on l'a vu, très bientôt, ça pourrait être aussi de l'Oracle. On l'ajoute au catalogue, et voici la solution combinaison gagnante. À un détail près, c'est que si cette infrastructure profondément hybride, si vous voyez les mélanges, il faut qu'elle puisse discuter, dialoguer, et on retrouve l'élément dont on vous a beaucoup parlé depuis ce matin, qui est la logique de Verac, puisque grâce au réseau privé, je vais pouvoir connecter l'ensemble. Et voici l'infrastructure. Alors, sur la partie de gauche, je retrouve des ressources publiques cloud. Mes VM y accèdent via l'API directement ici. Je vais pouvoir gérer toute la partie fichier et la diffusion. Pour mon site web, je peux gérer à la fois le SLA, la redondance, la reprise d'activité sur le Dedicated Cloud. Et comme l'activité est croissante, comme ils ont des compétences VMware et une volonté par la suite de travailler en hybride, vCloud est parfait parce que du coup, ils ne se soucient même pas de savoir en dessous est-ce qu'ils vont ajouter des serveurs. Ils vont faire un clic droit au niveau des ressources OVH et dire j'ajoute des CPU, j'ajoute de la RAM dédiée
Et nous, on se charge de convertir ça en machines et en serveurs dédiés. Mais il ne se pose pas la question des typologies de serveurs ou des typologies de baies de disque, ce qui est le cas lorsqu'on est en vSphere. Et là, on est dans un niveau où les gens sont encore plus proches du hardware. Et la dernière partie, eh bien, j'ai le serveur bare metal sur lequel j'ai préinstallé effectivement ma base de données, plus la connexion VPN, et pour mon périmètre de sécurité, le private network de VH pour connecter toutes les ressources ensemble. Alors, ça, c'est une infra best of breed. Là, je suis dans le mélange au sein d'un seul provider, mais je suis quand même dans le mélange. Parce que c'est quand même amusant de voir OpenStack qui discute avec VMware, qui discute avec du SQL Server. Tout en se disant que là, je suis dans le cloud privé, dédié, là, je suis dans le cloud public, et là, je suis sur le serveur dédié. Eh bien, ça marche. Ça fonctionne. Chaque morceau est utilisé pour ce qu'il fait le mieux. On aurait pu faire rentrer tout ça à gauche. Mais ce n'était pas la meilleure façon de le faire, je pense. Et l'important, c'est de pouvoir vraiment choisir les éléments dont vous avez besoin. Après, il y a des tas d'autres combinaisons, il y a des tas d'architectures, et je suis sûr qu'il y a encore des tas d'autres manières encore plus talentueuses de le faire, mais voici un exemple. Du coup, eh bien, des infra hybrides. Donc quand je dis infra hybride, je dis bien cloud plus serveur dédié. Ben, je vais pouvoir en bâtir autant que je veux. Et je vais pouvoir ajouter des briques. Si tout à coup, dans ma liste de courses, je décide d'utiliser un dedicated cloud, allez, on va mettre une liste de produits, je vais mettre serveur de base de données, un serveur de backup, un NAS, un réseau privé, et je connecte le tout avec le VPN, bien le schéma, il va vous devenir un peu familier, surtout aujourd'hui. Vous pouvez décider que votre frontal et toute la partie appli web est gérée par votre cloud dédié, parce qu'évolutif, parce que cloud, parce que rapide à déployer en VM. Et derrière, un serveur pour votre base, un serveur de backup, qui ne sont pas vus sur le réseau public et qui sont uniquement connectés via VPN à l'intérieur de votre entreprise. C'est complètement dédié. Et dans la rigueur, si vous n'avez pas d'activité sur le net, vous coupez ça, vous êtes chez vous. Donc, la possibilité après de bâtir des plans de reprise ou de se dire « tiens, je peux déporter tout ou partie de mon infrastructure à l'extérieur », eh bien, c'est faisable. Les étapes, configurées avec le vCloud. Encore une fois, l'intérêt, j'utilise des produits que je maîtrise déjà dans mon entreprise. Je n'ai pas à réapprendre le fonctionnement d'un nouvel hyperviseur. Je n'ai pas à me familiariser avec de nouvelles technologies. Je peux exploiter celles que je maîtrise déjà chez moi. Évidemment, là, on vous parle des technologies VMware. Comme vous le savez, depuis aujourd'hui, on a annoncé que prochainement, il y aurait également les technologies Microsoft. Et qui sait, peut-être d'autres. Donc, tout ça pour dire qu'on a pu intégrer ces éléments et vous pouvez le connecter le VPN. Juste avant le moment que vous attendez tous, c'est-à-dire le retour d'Octave, je vais vous donner une dernière vision. C'est plutôt un conseil qui me semble vraiment très utile et surtout vous montrer dans quelle direction vraiment on veut aller pour vos infrastructures. Quand j'étais plus jeune, je ne suis pas si vieux que ça, mais ça passe vite dans l'IT, j'ai toujours été un fou de musique. Et j'avais des amis qui étaient vraiment des passionnés du son, vraiment des gens qui adoraient écouter dans les meilleures conditions, aussi bien du rock que du lyrique. Et ils me disaient, si tu veux vraiment tirer le meilleur parti de la musique, surtout, ne prends pas une chaîne hi-fi intégrée. On me disait toujours, si tu veux le meilleur son, prends plutôt les meilleurs composants. Fais-toi plaisir. Choisis les meilleures enceintes. Choisis les meilleurs amplis, et Dieu sait qu'il y en a des bons. Prends les meilleurs câbles. Prends le meilleur tuner, parce qu'il y a des sociétés dont le métier est de faire des tuners, et ils le font bien. Et pareil pour les lecteurs de disques. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je crois vraiment et profondément là-dedans. Parce que ce qu'on a devant les yeux, c'est la preuve que oui, ça,
c'est du plug and play. Comment est-ce que c'est possible de connecter ces différents fournisseurs entre eux pour avoir le résultat dont j'ai besoin et dont chaque élément est exactement ce que je veux? Eh bien, ils ont mis en place des normes, ils ont mis en place des câbles types, ils ont mis en place des connecteurs, et petit à petit, l'industrie s'est organisée autour de ça. Eh bien, c'est ça qu'on attend. C'est exactement ça dont qu'on a besoin aujourd'hui dans le cloud et dans les infrastructures. Et finalement, notre vision à nous, ce qu'il vous faut, ce qu'on veut, c'est des infrastructures qui soient plug and play, de la même manière. Et pour ça, il nous faudra travailler encore sur 6 axes. Les 4 éléments d'une infrastructure plug and play, les 6 éléments de cette infrastructure plug and play. C'est d'abord des hyperviseurs standards. Certains nous diront, oui, OVH, vous avez travaillé énormément avec VMware. Oui, mais c'est un standard de fait parmi d'autres. Bien sûr, on travaille aussi avec des technologies comme OpenStack. Bien sûr, on a cité Hyper-V de Microsoft. Bien sûr, dans quelques années, on nous annonce que grâce à des nouvelles couches, on pourra facilement déplacer une VM d'un hyperviseur à un autre parce que tout le monde va se serrer la main. Mais d'ici là, et comme on n'a pas envie d'attendre parce que c'est maintenant dont vous avez besoin des solutions, on a décidé d'intégrer plusieurs hyperviseurs. C'est notre choix. Mais on a choisi les standards de fait et les standards ouverts. De la même manière, vous avez besoin de réseaux privés et des VLAN, ce qu'on a vu tout à l'heure pour connecter les produits à l'intérieur de votre provider, c'est-à-dire pour l'instant chez nous. Et on l'espère chez d'autres qui le mettront en place. Le troisième point aussi proposé par le VERAC, c'est que vous puissiez étendre ces VLAN entre nos data centers. Et peut-être demain entre notre data center et les autres. Mais c'est déjà l'un de nos projets à très court terme. C'est-à-dire que vous pouvez décider que tout votre frontal web est à Roubaix et que toutes vos bases de données, je les mets à Strasbourg. Pour vos raisons stratégiques, pour des raisons de connexion, de latence, qui sait. Ça aussi, c'est une possibilité. Le quatrième point, les passerelles hybrides. Elles seront de plus en plus présentes, mais effectivement, le cloud va permettre de pouvoir transférer d'un hyperviseur interne dans le cloud privé aux hyperviseurs qui sont présents à l'extérieur. On travaille avec les éditeurs qui étaient présents aujourd'hui de manière à rapidement aller au-delà de la connectivité, mais d'aller vraiment dans l'échange, dans les couches cloud et virtualisation. Il vous faut une latence faible. Je peux vous vendre tous les clouds hybrides du monde. Si vous avez 200 millisecondes ou 250 millisecondes, jamais vous transférez une VM. Donc la question de base est toujours la même. Quelle est ma vitesse? Est-ce que j'ai des bons providers de bout en bout? Déjà, notre promesse à nous, c'est d'accélérer les transferts entre nos data centers et d'aller au plus près de chez vous. Dans certains cas de figure, avec OVH Telecom, le SDSL et le VDSL, on va pouvoir aller jusque chez vous. C'est déjà pas mal. L'objectif, c'est d'aller dans ce sens-là, réduire les latences pour vraiment bâtir jusqu'au bout vos PRA, vos plans de reprise, vos infra hybrides. Et le dernier point, comme on l'a évoqué, mettre en place des périmètres de sécurité générale que je puisse résilier, étendre, maîtriser et subdiviser. Et ça, le VERAC est une grosse et première étape qui va dans ce sens. Je vous remercie beaucoup pour votre attention aujourd'hui. J'espère que toutes les sessions vous ont plu. Je vous remercie au nom de toute l'équipe marketing et de tous ceux qui ont organisé aujourd'hui en communication et toute l'équipe d'OVH cet événement. Je vous laisse dans quelques instants avec celui que vous attendez tous, Octave Klaba. Merci beaucoup, à très bientôt.